Oui, donc voilà, je voulais m'excuser de ne pas avoir pu être avec vous plus tôt, et de temps en temps le calendrier, malheureusement, voilà, est un peu compliqué à concilier. Donc, je vais commencer par voilà, dire quelques mots peut-être autour de la notion de longueur pour la poésie, enfin en ce qui concerne la poésie moderniste américaine, enfin, première moitié du XXe, et un petit peu ensuite, et puis rentrer dans le vif du sujet avec une étude de cas précis, si la technique arrive à nous, voilà, veut bien nous permettre de faire ça, une étude de cas un petit peu plus précis. Donc la notion de longueur est un de ces objets du discours critique, hein, dont on pourrait peut-être dire que voilà, c'est celui dont la malléabilité, la plasticité semble en partie garantie par la confusion qui l'entoure, une confusion qui devient elle-même le gage de sa fécondité à la fois. La longueur comme forme, parce qu'elle évoque tout autant la taille, le poids, l'ambition, l'envergure, la durée d'une œuvre, en termes de composition comme en termes de lecture, pour ne citer que quelques possibles. La longueur donc, décourage la définition de prime abord par l'espèce d'ambiguïté qu'elle entretient entre des acceptions tantôt figurées, tantôt littérales d'une réalité pourtant tangible, qu'on espérait tangible et immesurable. Cependant, dans le cas du poème long, donc des stratégies précises se révèlent plus aisément, peut-être qu'on pourrait le croire de prime abord. Je pense par exemple si la longueur est comprise comme le signe explicite d'une extériorisation du labeur de l'auteur, par exemple, comme voilà, lorsque l'œuvre comme processus prend le pas de façon très affichée sur l'œuvre comme produit fini. Alors voilà, l'idée d'œuvre d'une vie notamment, je pense par exemple à cet exemple-là, comme c'est parfois le cas, ça revient à réintroduire assez facilement par la promesse en quelque sorte d'une cohésion dernière, l'horizon d'attente propre à des formes closes dont la longueur, croyait-on, devait précisément remettre en question la suprématie. Non, cependant, il ne s'agit pas de tirer ici un recensement de pratiques d'écriture très diverses, et donc de tester la notion de longueur à l'aune d'une étude des cas, en posant quelques questions simples et pratiques. Donc la première question serait celle du seuil retenu. Je crois que c'est un petit peu voilà, ce dont nous avons commencé à parler. C'est-à-dire, ensemble, de poser la question suivante, quelle unité de mesure peut-on élire comme unité repère de la longueur? C'est-à-dire long, mais long comment? Donc quelle échelle préférée? Celle du recueil, celle du poème? Peut-on considérer que certains recueils de poèmes, œuvres complètes ou œuvres choisies, certaines anthologies peut-être, participent d'une certaine longueur? Dans le domaine de la poésie nord-américaine, on pensera par exemple aux anthologies de Jerome Rothenberg, qui se présentent également à la fois comme anthologie et comme poème long. On peut se demander dans quelle mesure l'œuvre d'un poète éclatée entre de nombreuses petites publications que l'on peut soudain lire en continu dans une œuvre complète participe ou non d'une forme de longueur, fut-elle posthume. Voilà, on peut se demander peut-être aussi presque si la critique génétique participe d'une forme de longueur, par longévité interposée, la façon dont la durée de l'archive vient lentement mais sûrement se substituer à celle du texte publié. Donc il est certainement impossible de répondre à toutes ces questions à la fois, donc c'est pour ça que je voudrais rentrer sur une étude de cas très précise. Donc un exemple de poème dont la longueur pose problème. Donc l'hypothèse serait la suivante, c'est que la longueur est indissociable pour la poésie anglophone et spécifiquement pour la poésie nord-américaine. La longueur est indissociable de l'essor du vers libre. C'est-à-dire que la longueur serait d'abord une question de prosodie. Donc la question de la longueur ne s'impose pas comme un réel prisme de lecture lorsqu'on considère de nombreux longs poèmes en vers blanc, qu'on pense au Paradise Lost de Milton, qu'on pense au Prelude de Wordsworth. Ne sont pas des œuvres que l'on approche d'abord comme poèmes longs. Par contre, il est évident que dès qu'on parle de William Carlos Williams, de Zukowski, bien sûr, de Pound, il y aurait énormément d'autres auteurs à citer, la longueur s'impose très rapidement comme un critère ou une catégorie. Le terme n'est sans doute pas très clair. On peut se demander donc pourquoi on est face à ce phénomène. Donc il y a sans doute plusieurs raisons à cela. Donc on peut dire d'une part que c'est la conséquence d'un consensus critique, c'est-à-dire que les poètes eux-mêmes s'approprient d'ailleurs diversement. Je pense qu'effectivement, le cas de Olsen qui devait suivre ce matin comme poète pédagogue qui fait grand cas de ces questions-là pourrait tout à fait illustrer ce phénomène. On peut parler en quelque sorte d'une spécificité culturelle aussi, historique, liée pour la poésie américaine à une appropriation très particulière du genre épique. Donc
Donc là, il y a une question presque historiographique dans la littérature américaine qui se pose. On peut également se dire que c'est le résultat d'une caractéristique propre au modernisme, comme si l'abandon progressif d'une trame narrative reconnaissable signait l'ouverture a priori infinie ou du moins incertaine de la forme du texte. Ce qui est assez intéressant dans la mesure où effectivement ce dont vous parliez il y a un instant, c'était l'idée du poème long comme ce qui va permettre de recouvrer une forme de narration. Je pense que c'est intéressant de voir dans quelle mesure pour un grand nombre de ces poètes au départ c'était l'inverse. Ça sert effectivement à beaucoup de choses. Donc voilà, ces hypothèses sont pas nécessairement en contradiction avec celles que vous transmettre ici, mais il me semble important de les soulever rapidement. Donc d'un point de vue strictement prosodique, une des raisons qui explique peut-être l'importance acquise par la notion de longueur me semble donc être le développement du vers libre. Donc si le vers libre et l'abandon de la forme fixe n'ont pas forcément synonyme de longueur, le vers libre s'accommodant parfaitement de forme brève, le poème long va se voir une façon de certifier en quelque sorte la liberté de son vers, si vous voulez. Il n'en est pas le comble, il n'en est pas le parachèvement, mais il en serait comme la certification. Il y a un mode de certification. Donc un curieux déplacement se produit alors comme par compensation, car l'abandon du maître, après celui de la rime, vient à ce moment-là déplacer le regard du lecteur qui abandonne progressivement l'unité prosodique du vers pour l'unité syntaxique de la phrase, comme premier essai de lecture. C'est ce glissement-là de l'unité prosodique du vers à l'unité syntaxique de la phrase qui m'intéresse ici avec l'exemple de Ortmann. Donc cette plasticité syntaxique au niveau du vers gagnerait donc par correspondance ou par contagion le format du poème. Il me semble important d'insister sur ce processus car il arrive que le terme de longueur vienne bel et bien désigner de nouvelles formes fixes, presque. Certes non pas au sens canonique du terme, mais au sens d'un format sinon attendu, du moins prévisible, et se pose à ce moment la question de savoir dans quelle mesure la procédure qui a donné naissance au poème sera ou non plus ou moins lisible, affichée, publique ou non. Donc voilà, donc je propose donc de considérer la notion de longueur vraiment comme valeur ouverte, vraiment à définir ici, bien davantage que comme un objet défini. Donc, d'un point de vue syntaxique, la longueur ne pose pas tellement des problèmes d'ampleur, de dimension ou de mesure tout d'abord, que des questions donc, de construction, d'agencement et de composition. Donc s'il est pourtant toujours opportun de parler de longueur, c'est parce que le terme vient rappeler le rôle pratique de la lecture dans ce processus. C'est en effet l'expérience du lecteur qui sert alors de catalyseur implicite au sein de la structure du texte, à qui il est demandé d'en révéler la logique propre. Il ne saurait jamais être extraite tel un modèle de la durée, de la traversée du poème, quelles qu'en fussent ses dimensions, mais dont le lecteur doit toujours venir renouveler l'expérience. Donc si cette hypothèse est juste, on doit pouvoir la vérifier dans le contexte avec un texte relativement court, qui ne pose pas nécessairement un tel défi matériel à sa propre lecture qu'on ne puisse pas le considérer brièvement ici. Donc long poème court, peut-être ça rentre dans le cadre du poème moyen, dont on parlait un instant, on va voir si ça correspond ou pas. Donc il s'agit d'un poème séquentiel de George Ortmann, donc poète américain dont l'essentiel de l'œuvre date de la fin des années 50, fin des années 50 jusqu'au milieu des années 70. Il s'agit d'un poème, un de ses derniers poèmes, intitulé The Book of Job, and a draft of a poem to praise the paths of the living. Donc le livre de Job, et c'est un très bon titre déjà, le livre de Job est l'esquisse d'un poème pour chanter, louer les chemins des vivants. Donc il a du début des années 70. Donc Ortmann est également auteur donc, de plusieurs longs poèmes sériels, notamment Of Being Numerous, qui date de 1968. Il m'a semblé préférable de choisir un texte plus ramassé, qui fait davantage ressortir ce paradoxe du caractère relativement inqualifiable de la longueur d'un point de vue métrique. Donc je vous propose tout d'abord de l'écouter, si on arrive à faire ça. Vous allez me dire, normalement, vous pouvez le voir en même temps. On va voir si on peut réussir à faire ces deux choses-là ensemble. Est-ce que c'est lisible un petit peu ou pas du tout? Ça vous donnera peut-être une indication, sinon en tout cas au moins de une idée. Ouais. Un petit peu, pas exactement. En tout cas, voilà, on va peut-être travailler au niveau des questions de mise en page, sinon. Alors, je vais voir si j'arrive à lancer le son et vous remettre ça ensuite. Voilà. Donc, tout à l'heure, ça marchait. Donc, la qualité du son n'est pas excellente, hein, je m'en excuse.
The book of Job and a draft of a poem to praise the paths of the living. The images, the great games, therefore the lot, the half-lit jail winds and the lanes, the lynch gangs, simulate blows, bruise the bones, breaking age of the world steeds. This is a young age, age of the sea surf. Image of the world, its least rags, stream among the planets, Our Lady of Poverty, the Leva, the fulcrum, the cam, and the ant hath her anger, and the emmet, his core, the exposed belly of the land, under the sky at night, and the windy pines unleash the morning's force. What is the form? To say it, there is something to say. Goodman, Schwerner, Cheney, who were beaten, not we who were beaten, children. Not our children, ancestral. Children rose in the dark to their work that grows. In bills there is written a vividness, there is rawness, like a new sun that flames. Tremendous the sun itself, ourselves. Ourselves go with us, disorder so great the tumult, wave upon wave, this traverse, this desert, extravagant island of light. The long road going north, on the cliffs small and numerous, the windows look out on the sea, simulacra of self-evidence, meanings instant, wild-eyed as the cherry tree blossoms in that fanatic glass. From our own homes, our own rooms we are fetched out, we, the greases, as yesterday's slang in the path of tornado, the words piled on each other, lean on each other, danced with the dancing vowel stems, machine glint in the commonplace, the last words, survivors, will be tame, will stay near our feet. What shall we say? They have lived their lives, they have gone feathery and askew in the wind from the beginning, carpenter, mechanical, we impoverished, we hired, hands that turn the wheel, young, theologians of the scantlings, racked, monotheists of the weather side, sometimes I imagine they speak. Luxury, all the fancy things that bill, always second-hand, but in extreme minutes, guilt, at the heart of the thinkable, hunger, fear, enemy world, briefly shame of loneliness, all that is touched, the man touches him, again arms and disarms him, meaning is the instant that we forget the light. Precision of place, the rock's place in the fog, we suffer loneliness painlessly, not without fear, the common breath here at extremity. Obsolescent is the breathing of tribespeople, fingers cold, early in the year, cold and windy on the sea, the wind still blows through my head in the farmhouse. Whether the cameras click, lonely as the shutter closing, over the glass lens, weathered mountains, of the hurrying sea, the boat in these squalls sails like a sparrow, a wind-blown sparrow on the sea, some kite string, taut in the wind, green and heavy, the masses of the seaweeds move and move in rock shelters, share marvelous game. Inshore, the rough grasses, rooted on the dry hills, let us stand still, like the bell buoy telling tragedy so wide, spread so shabby, a North Sea soul, tragedy seeking a statement of an experience of our own, the bones of my hand. Boney, Boney, lose me, the wind cries, find yourself high. This, the road, and the traveling always, undiscovered country forever. Savage the river, was a rain and flew, with the herons the sea, flies in the squall. Backward, over the shoulder now the wave of the improbable drains from the beaches, the heart of the hollow,
tree singing, bird note, bird rustle, we live now. In dreams all wish to tell them we are locked in ourselves. That is not what we dreamed in any dream. They dreamed the weird morning of the bird waking, mid-continent. Mid-continent, iron rails in the fields and grotesque metals in the farmers' heartlands of sympathy. Across the fields and down the aisles of the crack trains of 1918, the wave of the improbable drenches the galloping carpets and the sharp edges and the highlights of the varnished tables we ring, and the continual bell, the undoubtable bell of found music in itself, of itself speaks the word actual, heartbreaking. Home road is not ended, the intervals blurred ring like walls between floor and ceiling, the taste of madness in the world, birds of ice pave, the earth will pave, the earth carved thereon. There you go. As you perhaps you've noticed, vous avez remarqué pardon, excusez-moi. Excusez-moi. De temps en temps, il y a des petits changements par rapport au texte original. Le poète a dit pave the earth alors que vous avez the world. À un ou deux endroits, il y a quelques petits changements qui sont davantage le fait de soit parfois d'erreur, parfois de réécriture spontanée, davantage que de version. C'est pas une version différente du poème par rapport à celle que vous avez là particulièrement. Une chose qu'il lisait donc à la fin de sa vie, l'enregistrement date de 1974. Donc voilà, je suis désolé si vous n'avez pas pu. Là, le dernier apparaît de façon lisible, malheureusement, ce n'était pas le cas pour tous les autres extraits. En tout cas, je crois que ça donne une idée, je pense aussi, du rôle de la voix pour résoudre la spatialisation assez énigmatique du texte au départ. On pourrait presque se demander, en termes d'exercice, si on pourrait presque faire ça avec les étudiants, de faire écouter ce poème-là, de leur demander quelle spatialisation ils imagineraient et de voir si ça correspondrait à quelque chose comme cela. Donc le poème s'affiche de façon très explicite, pour le traverser rapidement, à la recherche de sa propre forme, comme le titre l'indique dès le départ. Donc sans pour autant se départir d'une progression très minutieuse. Donc la première section interroge très directement la possibilité de l'élégie, donc à travers d'ailleurs le premier segment sur lequel le poète bute pendant sa lecture, what is the form voilà, c'était vers la fin. What is the form to say there is something to name Goodman, Schwerner, Cheney? Le poète dit what is the form to say Goodman? Il fait sauter is there something to name Goodman, Schwerner, Cheney? Donc en termes de référence, ces trois noms sont les noms des trois jeunes militants des droits de l'homme assassinés en juin 1964 dans le Mississippi pendant le Summer of Freedom. En l'occurrence, pour Oppen, ça avait une signification particulière, puisque Schwerner, en l'occurrence, Mickey Schwerner était un cousin du poète américain Armand Schwerner qu'il connaissait fort bien. La deuxième section du poème confond, elle, nom propre et nom commun, qu'il s'agisse de parler à travers eux ou d'être à leur écoute. Donc les mots comme les morts, on a cette image de la pile de mots qui, à ce sujet, ne laisse guère de doute, que vous avez effectivement ici. What stems machine guns in the conference, the last word, survivors will be tame or send after what shall we say? The words piled on each other qui ensuite deviennent the last words, survivors. Tandis que what shall we say ne renvoie qu'à cette très inquiétante réponse sometimes I imagine they speak, qui vient clore la section. La troisième section est donc sous le signe de Bill. Bill, c'est de façon très, très limpide, pour Oppen en tout cas, William Carlos Williams. On le retrouve, donc ce poète américain dont il était proche, qui est cité de façon
assez peu caché dans l'expression qui suit, fancy things. La troisième section sape tout espoir de retour à l'esthétique, aux ressources de l'art, qui sont rejetées comme autant de fancy things, c'est-à-dire un luxe désormais inutile. L'image, les capacités représentatives du mot, sa fonction de contact, pour employer le terme cher à Williams, semble expressément récusée ici, puisque all that has touched the man touches him again and disarms him, qui est la fin de la section ici, de la troisième section. Avec ce bris du verre qui vient interdire la réalisation de l'image, même ici, de disarms him, qui confond ce démantèlement, qui devient un démembrement également ici aussi. La quatrième section ajoute un autre niveau à cette défaite du langage, si on continue ce fil-là, avec voilà, we suffer loneliness painlessly, not without fear, the common breath here at extremity, donc la langue commune fait défaut, the common breath here at extremity, obsolescent as the breathing of tribes people, que vous avez ici au démarrage là. Donc on pense ici, c'est presque une référence pas forcément si caché que cela, de la part de Hoppen, à Pound, et cette idée de The Tale of the Tribe, qui l'occupait si particulièrement ici. Donc la définition du poète comme garant de l'histoire de la tribu semble absolument nulle dans l'avenue ici. La section 5 reformule l'ensemble, comme résume, si vous voulez, l'ensemble dans cet étonnant chiasme qui est relativement souvent cité à propos de Hoppen, donc Yourself, I, this, the road, qui résume en grande partie, qui est une sorte de nexus, qui résume un grand nombre des préoccupations de Hoppen, et qui vient comme ça donner ses points cardinaux à cette reprise du motif de la recherche d'une forme pour nommer les morts. What is the form to say there is something to name? C'est-à-dire, et là le poète propose, si vous voulez, ce qui est vraiment la base de la logique du poème ici, telling, et la référence à Job devient tout à fait explicite, telling tragedy so widespread, tragedy seeking a statement of an experience of our own, qui est un vers, seeking a statement of our own, qui est un vers qui, même s'il est brisé en deux ici, est presque rythmé comme un pentamètre, avec un excès syllabique, mais qui paraît, qui est d'autant plus remarquable qu'il semble pouvoir être lu presque comme un pentamètre, ce qui est fort rare chez Hoppen. La sixième section explique ensuite que nous sommes enfermés sur nous-mêmes, ou locked in ourselves au début de la section. Ça sera vraiment celle-ci. Et qui commence à offrir un début de résolution dans la mesure où on passe du problème de l'expression à celui de l'écoute. C'est un petit peu le renversement qui arrive avec la dernière section. On passe de what shall we say à we rang in the continual bell, the undoubtable bell, found music, que vous avez à la toute fin de la section ici. The undoubtable bell, found music in itself, of itself, speaks the word actual. Donc ce renversement, en l'absence de mots, la perte des mots, qui laisse place à une nouvelle cadence, tandis que le deuil laisse place à la louange. C'est un petit peu ça l'inversion qui a lieu ici, comme si en revenant au titre, Job et The Living, tout d'un coup, les deux pouvaient partager la même gamme chromatique qui est l'image que vous avez dans the tone row de cette continual bell, avec l'union entre ces deux parties du poème qui pourtant sont, ça serait autre chose, qui sont pourtant très déséquilibrées, puisque cette réconciliation n'arrive qu'en toute fin de poème. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si je dégage cette progression-là de façon rapide et peut-être un petit peu brutale par rapport à l'écoute qu'on peut avoir du poème de prime abord, mais on peut se demander, si cette progression est pourtant bel et bien là, pourquoi la cacher en quelque sorte? Pourquoi le poème ne la donne pas de façon plus explicite? Pourquoi n'est-elle pas plus apparente que ce que je viens de suggérer? Pourquoi prendre autant de détours? Pourquoi faire si long? On pourrait se demander en ce sens-là. Mais on arrive, je crois, là à l'essentiel, c'est-à-dire que le poème se pose précisément cette question-là. Et qui se présente comme une série qui ne parvient pas, en fin de compte, à accéder exactement à l'ordre de la séquence, à une forme de cohérence. C'est-à-dire que la série de noms, la série de morts, la série de mots accèdent à l'expression lorsque la parole du poète s'approprie cette résonance continue à la fin du poème,
Autrement dit, lorsque écoute et émission se confondent, c'était toujours cela un petit peu un des buts de Open, d'arriver à cet effacement-là. Et si vous voulez, si on cherche à l'intérieur de cela le statut ou la fonction de Open dans le poème, on la trouverait à la fin de la deuxième section, voilà, avec ces deux expressions, voilà. The hands that turn the wheel, young theologians of the scantlings, racked monotheists of the weather side. Sometimes I imagine they speak. Donc, cette image theologians of the scantlings est assez intéressante ici. Scantling, donc au pluriel surtout, scantlings est un terme qui désigne les dimensions ou les mesures du bois ou de la pierre dans le domaine architectural en général, mais particulièrement au pluriel ici, en ce qui concerne les éléments structurels nécessaires à la construction des navires. On parlera en français parfois d'échantillonnage pour ça. Et le poème use en effet de nombreuses images ayant un lien étroit avec la navigation. L'image du navire perdu dans la tempête étant assez commune chez Orton. Scantling désignait également une petite quantité, une quantité modeste, un usage obsolète que l'on retrouve aujourd'hui en anglais dans le terme simplement scant, pour faible quantité. Donc le texte se présente donc en quelque sorte ici, de façon assez explicite, comme une charpente. On nous présente la charpente d'un ensemble plus vaste, auquel il serait trop long de donner forme dans le poème, mais dont la longueur du poème, avec ses imposantes trouées, ses mystérieuses ellipses, vient suggérer l'ampleur. Les différentes séquences du poème ne composent donc pas une ou même des séries précises, mais évoquent une amplitude, évoquent l'importance d'une grandeur qui reste par ailleurs indéfinissable, qui resterait par ailleurs indéfinissable. Donc c'est dans le contexte du livre de Job et des maintes allusions du poème à différentes tragédies historiques, cette mesure qui nous échappe pourrait se raisonner assez facilement en termes de non représentables, d'incommensurables, d'indicibles et autres suffixes négatifs. Or, au final, l'injonction est carve thereon. Si vous tenez la toute. What am I doing? Sorry, I stopped that. On aime une galaxie. On aime beaucoup les galaxies. Voilà. Carve thereon. La galaxie va avec le poème aussi, peut-être. Donc, voilà, donc c'est peut-être un écho aux paroles de Job, qui exprime précisément le désir que son malheur soit consigné dans un livre sur la pierre. Et c'est bien ce désir que vient illustrer et non pas exaucer. Je pense qu'il y a sans doute aussi une tension là-dessus. Le poème en proposant un parallèle structurel entre l'incommensurabilité de la tragédie humaine au regard des moyens de la voix du poète et l'incommensurabilité du monde ou de la création au regard du destin de l'humanité. Et c'est parce que ces deux plans ne s'emboîtent pas tout à fait que le poème peut, en creux et par ses larges trouées, donner à la fois à lire le point de vue de Job et celui du tourbillon, qui est un petit peu voilà, une occupation de Orpen à ce moment-là de sa carrière. Et alors l'expression obsolète, un carve thereon, employée par Orpen pour clore le poème, est assez inhabituelle. Voilà, vous proposez de considérer qu'elle apparaît dans le livre des rois, parmi les instructions relatives, au milieu des instructions relatives à la construction du temple, au verset que je cite dans la King James, qui est « He carved thereon cherubims and palm trees and open flowers, and covered them with gold fitted upon the carved work ». Donc ici, voilà, là peut-être à partir de cela, je crois que l'expression « theologians of the scantlings » devient particulièrement intéressante, puisque contrairement à Salomon, qui pouvait suivre le nombre exact de coudées nécessaires à la construction du temple, le poète ne dispose pas de mesures préétablies. Le poète n'a pas son unité de mesure, il est un theologian of the scantlings, donc non pas le charpentier christique, mais un théologien des mesures, des modestes dimensions qui menacent, au sens de scant également, de venir à manquer. Donc un théologien de la syntaxe qui vient, comme on dit, toute la longueur, toute la portée de ce champ-là, mais de façon très incertaine. Je crois que la tension dans le poème entre, dès le titre, le canon des Écritures et le décousu de l'esquisse, le livre et le brouillon, donne bien une image de cette tension-là qui motive, dans le cadre de ce poème, la lecture faisait 6 minutes, je ne sais pas si vous avez trouvé ça long, c'est peut-être une autre question, mais voilà, un poème qui est à la fois court et long, dont on sent bien effectivement qu'il ne rentre pas dans le cadre dont on parlait il y a un instant, c'est-à-dire vraiment le poème court qui vient poser un sens fixe, voire imposer un sens fixe, et qui ne rentre bien sûr pas non plus dans le cadre du poème long au sens
sens de, voilà, je pense à ses camarades objectivistes, notamment le Hay de Zukovsky qui fait plus de 500 pages. Donc, on a pourtant bien l'impression ici, je crois, que ce poème travaille la longueur, donc non pas nécessairement en un sens quantifiable, mais au sens d'une incertitude quant à la mesure du poème, dont on aurait bien du mal à dire, de prime abord, s'il devrait ou non continuer, si telle ou telle section doit ou non continuer un petit peu plus loin, peut ou non continuer un petit peu plus loin. Je crois que c'est une chose qui est assez, voilà, qui est sensible à la lecture et qui permet de remettre un petit peu en question la notion de longueur, qu'on a peut-être un petit peu trop souvent tendance à approcher d'un point de vue presque voilà, trop de la réception en quelque sorte, c'est-à-dire le poème long, l'édition de poèmes particulièrement voilà, impressionnante par sa longueur, et moins du point de vue interne, c'est-à-dire du point de vue de la prosodie. Voilà. Merci beaucoup.